Paris Match, IFOP, Marine Le Pen est 10e personnalité politique préférée des Français, Marion Oui, Pariset. elle jouit quand Elle n'est même pas du d'une tout... forme il y en a de... 50 au total. Hein. Il y en a... Bon, elle est quand même dans le haut du panier, on va dire. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous pose un schéma, la présidence, sinon rien. Pour elle, d'une Ouais. certaine manière. Elle se positionne dans cette dynamique-là, avec une logique qui est claire, qui est qu'elle serait abîmée par le fait d'accepter tout autre poste, de manière très claire hein, et de manière très simple. Elle est consciente, je pense aussi, des limites de son parti, que même si ses chances d'augmenter son nombre de députés en cas de dissolution sont non négligeables, le fait d'obtenir la majorité et de pouvoir imposer une cohabitation est quand même relativement faible. Et derrière, elle sait que même si elle arrivait jusque-là, être Premier ministre ne lui permettrait pas d'appliquer ce qu'elle souhaite appliquer, son programme, et donc la mettrait dans une position en porte-à-faux où elle ferait de toute façon défaut à son électorat. Je m'arrête là pour cette incise. Oui, non, c'est vrai que sur Marine Le Pen et sa volonté d'aller à la présidentielle en 2027, elle ne l'annonce pas clairement dans cette interview, mais entre les lignes, on peut lire toute sa volonté. Et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait s'arrêter si près du but, en quelque sorte? En effet, elle a eu ça s'est mal passé en 2012. En 2017, son image a été fortement écornée par ce débat. Mais elle s'est relevée et elle a progressé au fur et à mesure. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté, finalement, un peu d'appât du gain. On se dit, au bout d'un moment, ça va finir par passer. Et aujourd'hui, dans un paysage politique où elle voit très bien que Éric Zemmour n'a pas réussi à s'ancrer, où les LR sont en difficulté pour trouver leur incarnation et trouver leur positionnement, elle a son moment pour essayer de mobiliser au maximum. D'autant qu'on est dans une... que Bruno Retailleau, ce matin dans le Grand Rendez-vous, a repris cette phrase de Bernard Stasi en disant que non, l'immigration n'était pas une chance et les Français le suivent. Pour la France. Marion Pariset. Cette phrase, elle est juste, mais je pense qu'il faut bien voir aussi la façon dont est perçue l'immigration. Il y a en effet cette volonté d'accueillir ceux qui fuient leur pays parce que guerre, misère, mais quel type de misère? Aujourd'hui, les Français veulent accueillir. Ce n'est pas nécessairement la misère économique, mais vraiment les personnes qui voient leurs droits menacés parce que en opposition politique, les personnes qui sont vraiment dans une démarche d'obtenir un statut de réfugié et pas simplement l'immigration économique qui, elle n'est pas comprise par les Françaises, parce qu'aujourd'hui, les Français sont dans une situation qui est elle-même étendue du fait de la conjoncture économique. Mais ce durcissement d'opinion publique dont on parlait, il est d'ailleurs plus large qu'à l'échelle de la France. Il se passe à l'échelle de l'Europe. C'est quelque chose qu'on a déjà vu au Royaume-Uni, qu'on a vu en Italie, qu'on a vu en Espagne, il me semble, en Allemagne aussi, même si l'Allemagne avait accueilli très largement et continue d'accueillir un grand nombre d'étrangers. Expliquez-moi dans ce cas-là, comment est-ce que, dans quelques déclarations de Marine Le Pen, qui n'était pas totalement là-dessus non plus. Il y avait plus de nuances. Mais en tout cas, il y avait globalement un consensus assez fort qui était lié à une proximité culturelle perçue, à défaut d'être nécessairement réelle, parce que dans les faits, les réfugiés ukrainiens, ils peuvent avoir des cultures qui sont très différentes selon l'origine qu'ils ont même en Ukraine, parce que c'est un pays qui est très divers. Mais ce qu'il faut voir dans le sein de l'Union européenne, c'est qu'on a aussi, je pense, des divergences entre le leadership allemand qui a aussi cherché à faire valoir une approche d'accueil des migrants en Union européenne, parce que ça servait aussi leur modèle économique avec une démographie qui est déclinante et qui leur permettait aussi de pouvoir combler des manques dans l'industrie, de pouvoir avoir des travailleurs finalement qui aidaient, comme la France a pu le faire dans les années 70 d'ailleurs, d'une certaine manière, de pouvoir alimenter leur modèle économique et de maintenir finalement leur dynamisme. Est-ce que pour le Danemark, ça s'est passé parce que c'était un pays qui, même s'il accueille des immigrés, finalement, on accueillait significativement moins, il n'avait pas un rôle aussi pivot dans la politique d'accueil des migrants que ne l'a l'Italie, la France ou l'Espagne, qui sont peut-être déjà soit des pays de transit, soit des pays en tout cas qui ont une forte attractivité, même parce que le modèle qu'on propose, notamment en France, est un modèle d'accueil de manière assez large et qui propose des droits aussi aux migrants qui sont significatifs par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Donc il y a aussi cette double tendance aussi.
Alors, je sais que vous êtes... On est à chaque fois sur des débats qui sont... Alors, je comprends la dimension symbolique que cherche à avoir Sandrine Rousseau dans un certain nombre des débats qu'elle lance, que ce soit sur le barbecue ou sur la neige artificielle. Mais à chaque fois, on est dans se demande ce qui va avoir lieu après. Voilà, on est sur du feuilleton, on est sur du feuilleton, sur du loisir, beaucoup sur du loisir d'ailleurs, quand il faut... Le jet ski aussi. Et le jet ski, sur les écolos, il y avait aussi les avions. Il ne faut pas que les enfants rêvent de voler. Enfin, il y a plein on est toujours sur de l'anecdotique, du buzz. C'est pas si anecdotique, vous avez quand même des générations, des 20-25 ans qui aujourd'hui refusent catégoriquement de prendre l'avion. Mais ça, c'est plus Greta Thunberg que Sandrine Rousseau. Tout à fait. Là, on est vraiment sur du en effet, ce type de réponse ne va pas forcément parler à l'auditoire, en tout cas éco-anxieux, comme beaucoup se disent, puisque finalement, c'est une façon de reporter le problème, de dire je n'étais pas en faute. Je te renverse, je te redonne la patate chaude. Finalement, j'ai déjà tout fait et je ne suis pas en cause, alors que face à une anxiété, il est très difficile de répondre à part des arguments de cette nature. C'est ce qu'on appelle... Et il y a plutôt besoin ce qu'ils en appellent à la radicalité. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du bon élève. C'est celui